Mais 12 heures ont passé. Le naufragé dos contre un arbre dont les racines noueuses plongent dans l'eau, un palétuvier à cette latitude, et pourquoi pas, achève son repas du soir. Tube de tomates, tube de crabe au riz, tube de semoule au miel. Les rations contenues dans sa mallette de secours sont les mêmes que l'ordinaire de Klimsat, plus quelques galettes salées, et 2 litres d'eau sucrée dans un conteneur en plastique. Ça, c'est heureux. Ferchid a su sauter au bout du doigt quelques gouttelettes de la flotte dans laquelle il barbote. Elle est salée avec un goût de végétaux moisis. La mallette contient aussi un nécessaire de toilette, du papier hygiénique, charmante attention, une boussole, un couteau, un gros briquet à gaz et quelques autres gadgets pour campeurs. Il y avait aussi un pistolet automatique avec 2 chargeurs. Ferchid, en les découvrant, a immédiatement flanqué tout ça à la flotte dans un mouvement d'irritation contrôlée. Pour aussitôt le regretter, mais trop tard. Parce qu'avec la nuit qui tombe, d'inquiétants bruits d'animaux ont commencé à s'élever dans la forêt tropicale qui s'étend dans son dos. Des grognements, des reniflements, des ricanements d'hyènes, seulement il ne peut y avoir aucune hyène, pas ici, dans le bassin. Picard, à 100 kilomètres, à vol d'oiseau, au nord de Paris, au pire, des chats et des chiens sauvages. N'empêche, s'être débarrassé de son arme de service est une belle connerie. Et pour chasser, quand tes provisions de semaine seront épuisées, tu y as pensé? Ferchit se redresse, secoue les épaules et se répond à haute voix. Tu y penseras quand le moment sera venu. À chaque jour suffit sa peine. Depuis le crash, ou plutôt le plouf, il n'a pas chômé. Il a une fois de plus tenté de capter des ondes radio, mais tout reste muet. Il a sorti les capteurs solaires alimentant le petit moteur d'appoint dont est muni le bonjour chez vous, et a pu ainsi faire avancer le module devenu Barcasse. C'est ainsi qu'il a abordé la plus vaste des îles à sa portée. Une falaise triangulaire couverte d'une végétation exubérante. Autrefois, le sommet d'une petite colline de combien de mètres l'eau a-t-elle monté ici? 20 mètres? 50? Il n'a aucun moyen de le savoir. D'ailleurs, il ne sait rien de rien sur rien. Démuni du périphérique sophistiqué de Klimsat, le pilote se sent aussi nu qu'un bébé qui vient de naître. Facile de gueuler contre la technologie destructrice. Moins facile de s'en passer quand on en aurait vraiment besoin. Chut! Le pilote se claque la joue, où il l'a senti s'enfoncer un dard sans gêne. C'est loin d'être le premier. Dès sa sortie du module, Ferchit s'est trouvé entouré d'une nuée d'insectes volants, certains de la taille de petits oiseaux. À climat tropical, bestiole tropicale. Les moustiques sont apparus avec le soir, en ordre, sans répit. Ils ne sont pas seulement agaçants, mais peuvent se révéler dangereux, vecteurs de maladies jadis réservées à l'hémisphère sud, et qui ont progressé vers le nord en même temps qu'augmentait la température. Malaria, paludisme, etc. Plus de saloperies que n'y peuvent les vaccins. Bien sûr, avant de quitter Klimsat, il s'est fait une triple injection d'antiviraux à large spectre. Mais il s'agit d'une défense mise au point 3 siècles plus tôt. Vous allez me foutre la paix, oui. Cette fois, c'est trop. Ferchid s'est bien entendu débarrassé aussi bien de son scaphandre que de sa combi de vol orange, au profit d'un simple treillis militaire faisant partie de son fourniment. Les moustiques s'infiltrent sous son col, s'agglutinent sur ses bras aux manches retroussées. Il ne fait qu'un bond dans le sas du bonjour chez vous, dans le plancher aussi, sous son poids. L'engin est amarré à une racine de palétuvier. Au moins, y sera-t-il tranquille pour la nuit. Cap sud-sud-est. Le temps est toujours au beau fixe. La température, au milieu du jour, avoisine les 36 degrés. Le ciel est une prairie bleu turquoise, où broutent des moutons dispersés. Ferchid, à la tête de son embarcation de fortune, sourit de toutes ses dents, qu'il a régulières et très blanches. Dans un siècle, ça ira mieux. Et dans 3, alors? Se peut-il que le climat se soit stabilisé? Fini les tempêtes, fini les pollutions en tout genre. On dirait. Le pilote s'est résolu à démantibuler le module, trop lourd, avec une partie de la coque.
Il s'est fabriqué une embarcation bleue, bien plus légère, que le moteur solaire propulse à une quinzaine de nœuds. C'est suffisant pour gagner Paris ou ce qu'il en reste, par petites étapes. Cela fait 2 jours qu'il navigue, s'arrêtant le soir sur des îlots qui, à mesure, paraissent plus nombreux, plus étendus. Il est même passé au large d'une ville moyenne dont un certain nombre de tours dépassaient du Marigot. Assis au fond de sa coquille de noix, il laisse sa main trempée au fil de l'eau tiède. Il la retire brusquement, un triangle ardoise vient de la frôler. Sourcil français, il observe l'aileron. Non, il y en a 2 maintenant, qui dessinent des 8 autour de l'embarcation. Des requins ici, le taux de salinité est bien plus bas que celui de la haute mer. Mais il croit savoir qu'il existe des espèces qui peuvent vivre dans l'eau douce. T'as intérêt à faire gaffe, si tu te faisais arracher la main par une mâchoire pleine de dents, tu aurais l'air fin. Et puis il n'y pense plus, bien d'autres dangers l'attendent. D'ailleurs, il s'en doute un peu. 3 jours plus tard, c'est sous un ciel d'orage qu'il arrive aux abords de la capitale inondée. Cela fait des heures qu'il navigue à travers les tours et les barres de banlieue inondées qui font plus penser à un labyrinthe de falaises percées d'innombrables yeux aveugles qu'à un habitat humain. Il n'a toujours vu personne, et c'est alors qu'il se retrouve face à un spectacle qui le remplit d'un sentiment à mi-chemin entre l'incrédulité et l'émerveillement. Au-dessus d'un empilage de toits partagés par des canons boueux, la butte Montmartre s'élève couronnée par l'architecture bulbeuse du Sacré-Cœur, qu'un ray de lumière huileuse échappait du plafond bas, nimbe d'ocre et de rose. Plus loin, la tour Eiffel se dresse écornée de son dernier étage, qui pend contre la charpente métallique rouillée. Une tempête plus dévastatrice que les autres. Un avion fou. Qu'importe, la tour Montparnasse ressemble à un chicot ébréché, mais là-bas, dans l'atmosphère tremblotante de ce crépuscule, où couvre un orage en suspens, les gratte-ciels de la Défense semblent intacts. Salut, vieux Paris, lance le naufragé. Il n'a plus qu'à avancer en direction de l'hypercentre, peut-être que là, mais la pluie le surprend alors que son embarcation descend le boulevard de Sébastopol, entouré d'une dense frondaison d'arbres qui se sont fait un nid dans les immeubles éventrés. De grise, la lumière s'éteint d'un coup dans une obscurité d'encre. Les gouttes de vraies billes de métal le frappent avec violence. La surface du boulevard, devenue canal, commence à s'agiter dangereusement. Le tonnerre roule, des éclairs à l'incandescence aveuglante fusent sans discontinuer. Ferchid, trempé comme une éponge, réussit à jeter son embarcation entre des racines gigantesques qui encadrent un balcon branlant. Ici, l'eau frôle à peine le premier étage. Il s'enfonce dans ce qui a été un appartement qui sent la fermentation végétale et le fauve. Le fauve. À travers le roulement du tonnerre, il perçoit un autre grondement, plus sourd, plus proche, bien plus proche. Il sort son briquet, en frotte la molette, manque de le laisser tomber. À 3 mètres, un monstre est tapis, qui écarte une gueule pleine de crocs, puis bondit sur ses pattes et disparaît dans l'obscurité. Sans doute a-t-il eu aussi peur que lui, probablement parce qu'il n'a jamais vu de feu. C'était quoi? Un loup? Plutôt une panthère. Ferchid recule jusqu'à ce que son dos bute contre une inextricable barrière de racines. Il tremble, son cœur bat la chamade. Il tire son poignard dont il serre le manche à en avoir mal aux phalanges. C'est pas vrai. Après avoir joué les navigateurs solitaires, il va falloir que je ressemble à Tarzan, maintenant. Et moi qui ai jeté le revolver à la flotte. Quel con, non mais quel con. Il garde son arme dérisoire en main jusqu'à ce que la lumière poudreuse de l'aube vienne s'infiltrer dans son refuge. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Quand il passe le nez à l'extérieur, c'est pour voir qu'un ciel lavé, radieux, frange les toits d'ardoise défoncés. Pourtant, ce n'est pas ce retour du beau temps qui lui arrache une nouvelle exclamation. Pendant l'orage, son canot solaire a disparu, emporté par le canal transformé en torrent. À part la trousse de survie qu'il porte à la ceinture, il a tout perdu. Merde, merde et merde.
Il ajoute un choix de jurons choisis en anglais et en arabe. Il s'est avancé jusqu'à l'extrême bord de l'eau verte et moussue, et c'est là que, pour la troisième fois, il manque de se faire bouffer. Une longue forme cuirassée, couleur mousse, surgit à ses pieds dans une gerbe d'écume. Il a juste le temps de voir une gueule de près d'1 mètre de long bâiller au ras de ses bottes. Il recule en catastrophe, tombe sur le cul, un crocodile, pas seul, puisqu'une demi-douzaine de ses frères clapotent dans le marigot, leur dos écailleux émergeant de l'eau sombre. Ferchid Ben Izir verra beaucoup d'autres animaux sauvages au cours des jours qui suivent. Des hippopotames près des berges élargies de la Seine, un troupeau d'éléphants se trempant avec force, barrissement et bousculade dans le lac rectangulaire du Champ de Mars, des babouins criards hantant les fourrés des Tuileries, un lion solitaire et magnifique le guettant du sommet de l'Arc de Triomphe sur lequel il avait grimpé. Allez savoir comment. L'Afrique en plein cœur de Paris. D'où viennent ces bêtes? Ont-elles entrepris une vaste migration depuis leur continent? En ne sont-elles que les descendants des pensionnaires des eaux? Les deux à la fois peut-être. Heureusement, elles ignorent le pilote pour la plupart, preuve s'il en est que la ville a bien été abandonnée, et depuis longtemps. Quant aux carnivores, ils ont en général bien assez de proies à se mettre sous la dent pour l'inquiéter sérieusement. Son problème, c'est plutôt de pouvoir manger. Ce qui restait de ses rations a été emporté avec le canot. Il peut grappiller ici et là quelques baies comestibles, mais le moyen le plus évident est la pêche. Les eaux grouillent de poissons. Il n'aurait qu'à tendre la main, mais ce n'est pas si facile. Une épuisette? Oui, mais avec quoi la fabriquer? Reste la solution pratiquée par les Indiens d'Amazonie. Avec des lianes, il parvient à fixer son coutelas à une longue perche. Voilà un javelot correct. 20 fois 50, il lance son arme improvisée au milieu de remous riches en créatures aquatiques. Ce n'est que la 51e fois, mais il n'a pas vraiment compté, qu'il parvient à embrocher un gros poisson au flanc massif qui pourrait être une carpe ou un poisson-chat. Pour allumer un feu, c'est presque encore pire que pêcher tant les branches mortes sont humides. Il y arrive quand même avec la crainte d'épuiser trop vite le gaz de son briquet, et il peut manger, enfin à pleines dents, assis sur le parvis en terrasse du Muséum d'histoire naturelle. Ça faisait presque 3 jours qu'il n'avait rien avalé. Le meilleur repas de toute son existence. Après, il peut s'étendre sous le ciel nocturne, fourmillant d'étoiles sereines. Alors, tu te prends pour qui maintenant? Robinson Crusoe? Ferchid est devenu plus adroit au maniement du javelot, et le lit de la Seine qui cerne le muséum se révèle un vivier inépuisable. Pour ménager son briquet, il a décidé de ne pas laisser s'éteindre son foyer, l'entretenant avec du bois qu'il passe de plus clair de ses journées à ramasser sur les monticules émergés. À la tombée de la nuit, il est en train de faire tourner son repas du jour sur une broche quand il entend le bruit. Baouche, baouche, baouche. Il met plusieurs secondes à comprendre, à réagir. Ce son poussif n'a rien de naturel, c'est un bruit de machine, un bruit humain. Alors il se lève, il court, s'enfonçant dans l'eau jusqu'à la taille, et il voit, venu de l'ouest, quelque chose est en train de descendre le fleuve. Un bateau, un très grand bateau, qui paraît avoir été construit par un gosse, pas spécialement adroit de ses mains. Illuminée comme un arbre de Noël, l'embarcation, une sorte de barge ou de péniche, surmontée de multiples pans et tourelles, crache un épais nuage de fumée noire. C'est le moteur caché dans ses flancs qui produit ce ahonnement, Katao, peint en grosses lettres maladroites sur son flanc ce nom, Dragon rouge. Ferchid agite les bras, sautille, hurle. Hé, je suis là, arrêtez, venez me chercher. On finit par l'entendre, l'apercevoir. La péniche jette l'ancre dans un ferraillement éprouvant. On finit par venir. 5 personnes, 3 hommes et 2 femmes, entassés sur une barque à rames et accoutrés de façon étrange. Cheveux tressés ou nattés, des peaux de bête en guise de gilet, des pantalons de cuir renforcés de pièces de métal, tout un harnachement supportant des armes primitives. Sabres, haches, arbalètes, tridents. 2 hommes sont même coiffés d'un casque orné de plumets et de roues dentées.
On dirait des vikings d'opérette ou des figurants de ce genre de film de SF, très à la mode dans les années 2020, montrant l'humanité réduite à des tribus batailleuses après les grands cataclysmes. Je vous remercie de... Farshid balbutie, s'interrompt. Il commence à comprendre qu'il vient sans doute de faire une très grosse erreur. Alors que des mains rudes l'empoignent et le font basculer dans la barque, alors qu'une femme au visage couturé de sacrification lui tend une rame avec un sourire narquois où il manque plusieurs dents. Il aperçoit ce qui lui a échappé jusque-là. Au sommet du mât de la péniche, un drapeau noir flotte, décoré d'une tête de mort et de deux tibias entrecroisés. Il s'est innocemment jeté dans les mains d'une bande de pirates.